Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Malgré la coupure générale dont on est victime dans la ville de Yaoundé, nous avons tenu à respecter notre agenda. Nous pensons que l'invité va nous joindre sous peu. Je pense que ça va aller. OK. Bonsoir, docteur Loïc. Docteur Loïc, bonsoir. Ici. Allô? Docteur Oui, Loïc, tu docteur. m'écoutes? Ouais, on voit Est-ce que là. tu m'écoutes, docteur Loïc? On ne te voit pas. Je t'entends à peine là. Oui, D'accord. je t'écoute, je Mais t'écoute. ta vidéo n'a pas encore pris. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça affiche chez toi que tu es en direct en vidéo déjà? Non, Chez moi, ça a mis pas encore. connexion en cours. Je ne sais pas. De toute façon, on va, on va, on va patienter un peu le temps que ça prenne. Je suggère qu'on recommence la procédure de connexion. Qu'est-ce que tu D'accord. proposes, s'il te plaît? Bon, tu es là. C'est Ah, vrai que je suis c'est très noir. là. C'est très noir de ton côté, mais tu es là. Alors, bonsoir tout le monde et joyeux Noël. J'ai allumé, d'augmenter la luminosité de mon ordinateur. Voilà, voilà. D'accord. Si ça peut m'éclairer Bonsoir un tout le peu. monde. Joyeux Noël par anticipation, comme je le Ah, disais. Bienvenue à cette nouvelle et dernière édition de l'année 2024 du Mardi Médical. Alors, comme je disais, on n'a pas eu beaucoup de chance côté électricité ce soir dans la ville de Yaoundé, mais on a tenu à faire cette émission néanmoins. Le docteur Sonwa, notre invité, est de garde ce soir, mais également, il a tenu à nous dire la science. Donc, on l'a perdu là. Ce soir, nous allons parler d'une pandémie qui a été appelée au début des années 2000 la maladie du siècle. C'est l'infection à VIH-Sida. Alors, l'infection à VIH-Sida, ça crée beaucoup de stigmatisation au sein de la population. Certains ont souvent peur de boire dans le même verre même qu'une personne qui est infectée. Certains se disent, si je suis infecté, c'est la fin de ma vie. D'autres personnes se disent, si je suis infecté, vaudrait mieux même pas que je sache, sinon je vais déprimer au point d'en mourir. Donc, on va faire le point ce soir sur le VIH. On ne va pas s'étendre de long en large. On va vraiment aller dans le vif du sujet, parler de ce qui est important et aller festoyer tous ensemble. Donc, docteur Loïc, je te passe la parole. Tu vas te présenter et nous faire la présentation. merci beaucoup, grand frère. Je suis docteur Sonwa Wagoum Loïc. Je suis médecin généraliste en service au centre médical Sainte-Thérèse, en Kolfouloua, Yaoundé. Donc, avant de commencer mon propos, je tiens bien à dire quel est l'honneur pour moi d'être à côté de mon grand frère aujourd'hui pour dire la science. Parce que je l'ai connu, j'étais en quatrième année, c'était mon aîné de salle. Et puis, il m'a toujours tenu la main à l'école. Et maintenant, même dans le monde professionnel, on est toujours ensemble. Donc, merci grand frère, je suis content de dire la science avec toi aujourd'hui. Alors, à la question de savoir si le VIH est curable, on a prévu un petit topo qui sera le plus simple possible, le plus digeste parce que tout le monde veut fêter comme on l'a dit. Donc, on va commencer par des définitions pour qu'on puisse comprendre si on sait tous ce que c'est que le VIH, ce que c'est que le sida et savoir qu'il y a une différence entre les deux. Ensuite, on verra les différents modes de transmission, puis les manifestations cliniques, comment ça. On parlera des différentes complications parce que c'est ça le vif du sujet, du traitement. On parlera de la prévention et on terminera par la question est-ce que c'est curable ou non. Alors, parlons donc du VIH. Le VIH, ça signifie virus de l'immunodéficience humaine. Donc, avant de définir VIH, on va définir virus. Voilà. Donc, un virus, c'est une particule microscopique qui est incapable d'avoir un métabolisme et une reproduction étant particule, ce n'est pas les animaux ou chez les végétaux, qui peuvent se, se développer seuls dans un environnement. Donc, le virus a besoin d'être dans une autre cellule appelée cellule hôte pour, pour vivre. On va dire ça comme ça. Donc, il existe plusieurs virus, les virus banaux comme le virus de la grippe ou alors le virus du bouton de fièvre qui est l'herpès virus. Mais le VIH, c'est un virus qui est spécial parce que lui, il choisit parmi toutes les cellules de l'organisme une cellule particulière qu'on appelle le lymphocyte TCD4. Le lymphocyte TCD4, c'est la cellule même qui est, si on définit le système immunitaire
d'un humain comme une armée. Comme une armée, le lymphocyte TCD4, c'est le général. Donc, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui dit quand est-ce qu'on doit se défendre contre telle cellule, contre tel microbe, contre telle cellule cancéreuse. Et donc, le VIH choisit donc d'attaquer le général et donc d'arrêter, de baisser le système immunitaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le virus de l'immunodéficience. Immunodéficience, ça veut dire que le système immunitaire ne fonctionne plus. Donc, virus de l'immunodéficience humaine. Alors, le portage du VIH est différent de ce qu'on appelle le sida, parce qu'il y a différentes étapes, on va en parler plus tard. Le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Syndrome, ça veut dire que c'est un ensemble de manifestations qu'on peut voir de l'immunodéficience, donc des manifestations qui sont dues à la baisse du fonctionnement du système immunitaire et qui est acquis. Ça veut dire qu'on n'est pas né avec. Donc, le VIH est différent du sida. Avoir le VIH ne veut pas dire qu'on a le sida. Ça, c'est la première chose qu'on devrait euh, comprendre tous ensemble. Ensuite, on va parler un peu d'épidémiologie. On va se dire que le VIH, c'est une pandémie. C'est-à-dire, ça se retrouve partout. C'est la troisième maladie la plus fréquente au monde. L'OMS trouve qu'il y a 37 millions de personnes dans le monde, dont 2 tiers sont en Afrique. Et parmi eux, 2,1 millions sont des enfants de moins de 15 ans. On peut remarquer néanmoins qu'au Cameroun, la prévalence a grandement diminué. Elle est passée de 5,4% en 2018 à 2,7% en 2024. Mais cependant, il faut faire le contraste entre l'évolution de la population depuis. En 2018, on devait être 20-25 millions. Maintenant, on est déjà dans 25-30 millions. Donc, ce pourcentage-là ne dit pas forcément qu'il y a moins de personnes. D'ailleurs, même, on a retrouvé qu'il y a eu 3220 nouveaux cas en 2024. Je sais que ça a fait polémique récemment, qui étaient des personnes âgées de 18 et 20, entre 18 et 24 ans. Donc, comment se fait donc la transmission du VIH? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le VIH? Il y a 3 principaux modes de transmission. La voie sexuelle, qui est la plus fréquente, 90%. La voie sanguine et la voie materno-fétale, c'est-à-dire ça va de la mère pour l'enfant. Donc, on va présenter les différents modes de transmission directement avec les facteurs de risque qui augmentent la probabilité d'avoir le VIH par ces modes-là. Donc, parlant de la voie sexuelle, les différents facteurs. Bon, donc, avant de parler même des facteurs, il faut qu'on lève le contraste parce que certaines personnes se disent il faut absolument que le rapport sexuel soit traumatique, c'est-à-dire qu'il faut que l'un des partenaires ou les deux se blessent pendant le rapport sexuel pour que le virus soit transmis. Mais pourtant, le virus se trouve également dans les sécrétions génitales. Ça veut dire que le virus se trouve dans le sperme de l'homme et se trouve dans les sécrétions vaginales de la femme. Donc, même sans traumatisme lors du rapport sexuel, on peut avoir le VIH. On va voir les fréquences plus loin. OK? Donc, les facteurs, c'est la présence des infections. Donc, les autres infections, comme la gonorrhée, le chlamydia, la syphilis, ça augmente le risque de transmission. Euh, Bien sûr, avoir un partenaire infecté qui présente déjà des symptômes. La multiplicité des partenaires sexuels. Et il y a également le rapport sexuel pendant les règles. Le rapport sexuel pendant les règles et les rapports sexuels traumatiques dont on a parlé qui vont augmenter le risque. Et il y a, pour des raisons de censure, on va dire ce qu'on appelle les nouvelles pratiques sexuelles. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Et on dira que pour un rapport sexuel vaginal, le risque de transmission est de 0,03%. Alors qu'avec les nouvelles pratiques, le risque passe à 3%. Donc le risque est multiplié par 100 pour ce qui est des nouvelles pratiques. Et bien sûr, la femme est plus à risque que l'homme parce que elle est réceptrice dans le rapport. Et il faut noter ici et marteler qu'un seul rapport sexuel peut suffire pour contracter le virus. Ensuite, on va donc parler de la voie sanguine. Concernant la voie sanguine, il y a trois grands pans. Il y a les accidents de transfusion. Ça veut dire la transfusion du sang d'une personne qui était infectée par le VIH, mais c'est extrêmement rare. Avec l'état actuel des choses, on peut dire que la fréquence est très proche de zéro parce qu'on prend le temps de tester les différents produits sanguins et d'écarter ceux qui posent des problèmes.
L'autre grand point, c'est la toxicomanie intraveineuse. Ça veut dire que les gens qui prennent des drogues par voie intraveineuse. Le fait est que ils se retrouvent parfois à utiliser la même seringue. Plusieurs personnes utilisent la même seringue, utilisent la même seringue plusieurs fois. Et le dernier point de la transmission sanguine, c'est les accidents d'exposition. Ça concerne le personnel soignant. Bon, étant donné que le personnel soignant a les différentes connaissances, on ne va pas forcément s'étendre là-dessus. Donc, le troisième mode qui est l'un des objectifs de santé publique, c'est la transmission materno-fœtale. Ça veut dire une maman porteuse du virus qui va transmettre le virus à son enfant. Cette transmission se fait principalement en fin de grossesse et pendant l'accouchement, surtout même pendant l'accouchement. Et il faut noter que si la femme prend son traitement, le risque de transmission est de 2%. Par contre, si elle ne le prend pas, le risque est multiplié par 10, il passe à 20%. Et la transmission materno-fœtale se fait également pendant l'allaitement, avec une chance de 5 à 7%. Mais l'allaitement n'est pas toujours contre-indiqué, donc c'est pas toujours interdit d'allaiter quand une femme est, est porteuse du VIH, mais ça, c'est à voir directement avec les spécialistes, avec les pédiatres qui vont encadrer la chose pour éviter la transmission. Alors, comment se fait le diagnostic? Comment est-ce qu'on va savoir qu'une personne est porteuse du VIH? Déjà, les symptômes sont pas ne sont pas spécifiques. Et quand les symptômes se présentent, c'est qu'on est déjà trop tard au stade qu'on appelle le stade de SIDA. Alors, la meilleure option, c'est de faire un dépistage systématique et volontaire tous les 3 mois. Il est gratuit. Dans toutes les structures sanitaires publiques, le dépistage est gratuit. Donc, par ailleurs, bon, si on veut parler un peu de manifestation, on va dire il y a la primo-infection, c'est-à-dire le moment même où le virus rentre dans le corps, environ 6 semaines après. Il y a des manifestations qui sont comme la grippe, parce que c'est un virus, donc des maux de tête, la fièvre, un peu de perte de poids, bon, ces choses-là qui ne vont pas amener quelqu'un à consulter. Parfois, il y a des ganglions sous les aisselles, au niveau du cou, ainsi de suite, mais qui ne vont pas alerter forcément. Ensuite, il y a une période de latence, une période pendant laquelle le virus est en train d'attaquer les lymphocytes dont on a parlé au début. Ils vont les détruire jusqu'à atteindre un certain niveau. Le seuil, c'est 200. C'est 200 lymphocytes par millimètre cube. Ça va donner bon, cette phase de latence peut durer environ 10 ans parfois. Bon, elle est longue. Et ensuite, on va arriver au stade du sida, où ce sera le stade des manifestations opportunistes. C'est ça le stade où on est vraiment malade. Donc, on peut être porteur du VIH, mais on n'est pas malade. Mais quand on arrive au stade du sida, là, on est malade. Alors, ces manifestations sont principalement les infections et les cancers, parce que le système immunitaire est là pour nous protéger des infections et également pour détruire les cellules cancéreuses qui se développent dans l'organisme. Donc, ces infections peuvent être cutanées. La plus connue, c'est le jaunard. Ça veut dire que c'est une réactivation du virus de la varicelle avec des boutons qui seront d'un seul côté du corps, généralement au niveau du torse. On dit que c'est en hémiceinture. Ça veut dire que ça suit une ligne, mais d'un seul côté du corps. Il y a une autre lésion qui est caractéristique, qui est le prurigo. Ce sont beaucoup de boutons noirs qu'on peut avoir un peu de partout sur le corps. Également, on a les manifestations digestives, les diarrhées opportunistes, respiratoires, la tuberculose, qui est qui est très lié au VIH. Et puis, on peut avoir des méningites et des toxoplasmoses. La toxoplasmose, ça se manifeste quasiment comme un accident vasculaire cérébral. Donc, ça va entraîner une paralysie chez la personne, le coma, ainsi de suite. Et il y a différents cancers qui sont spécifiques du VIH, mais on va pas s'étendre forcément là-dessus. Maintenant, on va dire un mot sur le traitement. Et c'est là que ça fâche un peu. Mais d'un côté, le traitement, il est gratuit. Ça, c'est la première chose. Tout ce qui concerne le VIH au Cameroun, c'est gratuit. Donc, le dépistage, c'est gratuit. Le traitement, c'est gratuit. Le suivi, tous les examens en rapport, c'est gratuit. Maintenant, là où ça fâche, c'est que le traitement est quotidien. Ça veut dire qu'on doit le prendre tous les jours. Tous les jours. On doit prendre le traitement du VIH tous les jours. Maintenant, c'est vrai le docteur Pouna parlé au début de stigmatisation. Mais rendez-vous compte qu'une personne qui a l'hypertension artérielle ou une personne qui a le diabète prend ses médicaments tous les jours également.
Sauf qu'à la différence, celui qui a le diabète ou l'hypertension, même en prenant son médicament tous les jours, il a plus de risques de mourir de sa maladie que celui qui prend le traitement du VIH tous les jours. Donc, ça ne doit pas vraiment faire peur aux gens. C'est vrai que ça peut faire peur de devoir avoir une discipline tous les jours, mais l'acceptation de cela, de se dire que bon, on l'a eu par l'activité sexuelle, c'est à peu près tout le monde a eu de l'activité sexuelle. Bon, il faut pas qu'on nous mette, qu'on, qu'on jette la pierre à certaines personnes. Alors, on va terminer. On arrive à la fin. On va parler de la prévention. La prévention également passe par le dépistage systématique tous les 3 mois. On va voir pourquoi plus tard. Donc, tous les 3 mois, dépistage du VIH. Ça doit être dans un calendrier, je ne sais pas quoi. On dit même la tontine de VIH, je sais pas, on trouve n'importe quoi. Maintenant, on va insister beaucoup sur la prévention de la transmission sexuelle parce que c'est la principale transmission et avec les temps qui courent, on se rend compte que la sexualité est devenue difficile à contrôler dans notre société, surtout chez les jeunes adultes. Alors, l'ancien slogan, c'était, bon, bien, c'est toujours d'actualité, c'est abstinence, fidélité, condom. On a toujours dit ça. Donc, abstinence et fidélité, condom. Non, abstinence, c'est parfait. Alors, on fait l'abstinence, on n'aura pas de problème. La fidélité également, c'est bien, et ça devient également compliqué, mais la fidélité, c'est important. Maintenant, on va parler plutôt du préservatif, parce que j'ai envie de marteler quelque chose aujourd'hui. Je suis content d'avoir cette tribune-ci pour le dire à plusieurs personnes, c'est que pour moi, je dis bien pour moi, le préservatif n'est pas un moyen de contraception. Entendu par moyen de contraception, ce n'est pas un moyen pour ne pas tomber enceinte. Si les gens comprennent que le préservatif n'est pas un moyen pour ne pas tomber enceinte, ça va réduire le taux d'infection sexuellement transmissible. Pourquoi? En terminale ou dans certaines classes, on a une connaissance du cycle menstruel. Du coup, les jeunes peuvent savoir quand est-ce qu'ils peuvent tomber enceinte ou non. S'ils utilisent donc le préservatif comme méthode pour ne pas tomber enceinte, en période libre, en période non féconde, ils auront des rapports sexuels non protégés et ils seront à risque d'avoir l'infection. Alors, on va dire que la contraception n'est qu'un bonus du préservatif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on s'engage dans la sexualité, déjà avant de commencer à avoir des rapports sexuels, ou bien des rapports sexuels non protégés, c'est pas n'importe quoi, se rendre à l'hôpital tous les deux, faire des examens de santé. On va faire des examens en rapport avec la sexualité. Et ce sera également l'occasion pour le praticien de vous donner des conseils pour une meilleure sexualité et pour éviter les infections, notamment le VIH et également les grossesses qui sont dites indésirées. Pour ce qui est de la transmission sanguine, par transfusion, on l'a dit, c'est déjà quasi nul. Pour la toxicomanie, le plus simple serait d'arrêter la toxicomanie, mais sinon, d'avoir que chacun ait ses propres seringues et que chacun puisse acheter une seringue à chaque usage. Ça veut dire, la seringue, c'est 100 francs. Donc, on fait un investissement pour acheter la seringue stérile. On utilise une fois, on jette, ainsi de suite. Et pour les accidents d'exposition des personnels de santé, il y a des mesures instruites par les institutions qui permettent d'éviter cela. Concernant désormais la transmission materno-fœtale, le plus important, on l'a dit, une femme qui prend son traitement n'a que 2% de chances de transmettre le virus à son enfant. Donc, il faut faire ses visites prénatales. Pendant la première visite, on fait généralement le test du VIH avec d'autres tests. Et si c'est positif, on commence le traitement. Parfois, on conseille de faire une césarienne prophylactique, bon, pour éviter la transmission. C'est un peu discuté, mais ça peut être utilisé. Et il faut que chaque nouveau-né, né de mère séropositive, en plus des mesures qui sont prises en salle d'accouchement, qu'on ne va pas détailler ici, il faut qu'il ait un traitement antirétroviral, un traitement du VIH pendant 4 à 6 mois après sa naissance et qu'il ait un suivi jusqu'au moment où on va déclarer qu'il n'a pas porté le virus. Et il faut attendre environ 18 à 24 mois pour être sûr. Donc, ce n'est pas très tôt. Enfin, à la question de est-ce que c'est curable, on aurait pu commencer dès le départ et dire non.
et éviter tout ce bavardage. Mais c'est pas non, c'est non peut-être. Il y a des situations où on peut soigner et puis ça disparaît. Par exemple, dans les accidents d'exposition du personnel de santé, il y a le traitement préventif qui doit être pris moins de 6 heures après l'exposition. Ça veut dire que si un personnel de santé s'est fait piquer par les guides d'un malade porteur du VIH, il peut prendre le médicament pendant 1 mois et après, ça va enlever les virus de son corps. OK? Ça, c'est seulement pendant la phase de première infection qu'on peut soigner. OK? Donc, également, on a vu la mère qui a transmis à son enfant, on va donner le traitement à l'enfant et l'enfant ne va pas porter le virus. Également, en cas de viol, ça arrive parfois en cas de viol qu'on donne un traitement prophylactique et que la femme qui a été violée éventuellement par un partenaire séropositif ne porte pas. Donc, l'autre astuce, c'est si une personne fait son dépistage tous les 3 mois et qu'on a la certitude que la dernière fois qu'il a fait, il était négatif et ces 3 mois-ci, il est également négatif, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour cette personne-là. Donc, c'est très important. Mais pour le reste, au moment où on a déjà les manifestations, où la phase de latence est déjà passée, peu importe ce qu'on va vous dire, on ne peut pas prendre une personne séropositive, lui donner un traitement et après, ça disparaît. Non, ça va toujours rester. Mais il faut savoir que la prise du traitement entraîne ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Ça empêche la transmission du virus et ça donne une excellente qualité de vie. Autant que la personne pourrait mourir de quelque chose d'autre que le VIH. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous remercie pour l'attention et j'attends vos éventuelles questions. Merci beaucoup, docteur. L'AIUS était limpide. Je pense que moi-même, si j'étais profane, j'aurais compris pas mal de choses. Déjà, pour les nouveaux dans le mardi médical, il faut savoir qu'au fur et à mesure que la présentation se fait, vous pouvez poser des questions en commentaire et donc à la fin, on les prendra dans l'ordre chronologique. Alors, je vais essayer de faire un bref résumé de ce que le doc a dit, bien que c'était déjà assez synthétisé. Question que ces retardataires-là se mettent à jour. Alors, il était question ce soir de parler de l'infection à VIH. Le VIH signifie virus d'immunodéficience humaine. Alors, le virus, comme le docteur l'a dit, c'est un micro-organisme qui est incapable de se développer tout seul. Il a besoin d'une cellule pour se développer, pour manger et tout. Donc, si on le lâche comme ça dans la nature, il ne va pas s'en sortir tout seul. Alors, le VIH, lui, il a la particularité de s'attaquer au système immunitaire, notamment à des cellules qu'on appelle lymphocytes CD4. Le docteur Loïc Laf a fait un parallèle avec l'armée, disons l'armée camerounaise, et il a dit que le lymphocyte T, CD4, c'était comme un général, c'est lui qui donnait les ordres, mais ce n'est pas lui qui allait directement au front. Alors, lorsque le VIH va s'attaquer au général, les soldats seront un peu perdus parce qu'ils ne sauront pas quoi faire, et donc on va tomber dans ce qu'on appelle l'immunodépression. Facilement, Boko Haram, par exemple, pourra venir prendre le contrôle du Cameroun. Parenthèse. Alors, le sida n'est pas le VIH. Le VIH, c'est un virus. L'infection à VIH peut conduire au stade de sida, mais le sida n'est pas le VIH. Le docteur là tout à l'heure, je vais encore expliquer. Sida signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, syndrome, ça veut dire ensemble de signes et symptômes en rapport avec quelque chose. L'immunodéficience acquise pour dire que le système nerveux est touché, est considérablement affaibli, et acquise pour dire que vous n'êtes pas né comme ça, vous avez acquis ça à un moment donné. Alors, il y a quelques données épidémiologiques qui ont été révélées par le docteur Sonwa, je crois que sa source c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'infection à VIH, c'est la troisième maladie la plus fréquente au monde et 2 tiers de la population infectée mondiale se retrouvent en Afrique. La prévalence a diminué au cours de ces dernières années. Au Cameroun, on est passé de 5% environ à 2%, mais en termes d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas, en 2024, on a noté 3200 nouveaux cas et essentiellement faits de jeunes âgés entre 18 et 24 ans. Alors, les modes de transmission et les facteurs de risque ont été un peu jumelés par notre invité. Il a déjà parlé des modes de transmission. Il a cité les 3, la voie sexuelle, la voie sanguine et la transmission de la mère à l'enfant. Alors, la voie sexuelle, qu'est-ce qui favorise justement cette transmission par voie sexuelle? Il a donc parlé des facteurs de risque, notamment le multipartenariat sexuel, notamment avec un ou plusieurs partenaires infectés, symptomatiques, le rapport sexuel pendant les règles, les rapports sexuels traumatiques, les nouvelles pratiques sexuelles dont il a voulu taire le nom, mais je préfère en parler là pour qu'on sache également exactement ce que c'est. Le rapport sexuel anal a plus de risques d'entraîner une contamination que le rapport sexuel vaginal. Alors, la femme, quant à elle,
a plus de risques que l'homme de contracter le virus parce qu'elle est un peu réceptrice lors du rapport sexuel. Alors, il a donné pas mal d'autres caractéristiques, mais je vais chuter là la voie, je vais passer là à la voie sanguine. La voie sanguine ici, c'est essentiellement la transfusion d'un sang infecté, mais avec les nouvelles techniques qui ont été mises en place dans nos différents centres hospitaliers, notamment les tests qu'on fait au niveau des donneurs, ce mode de transmission là est quasiment inexistant, bien que ça puisse encore survenir. Alors, si on transmet un sang infecté à quelqu'un, évidemment, il va développer la maladie. À côté de cela, nous avons la toxicomanie intraveineuse. C'est les personnes qui consomment des drogues, qui vont utiliser une seringue. Je prends la seringue, je m'injecte la drogue, je la passe à Dr Loïc, il va également s'injecter. Si j'étais infecté par le virus, il peut également contracter le virus immunodéprimant. Docteur Loïc vous reçoit en consultation, vous êtes infecté, il vous dit ne bougez pas, je vais vous faire une incision. Vous bougez et la lame qui vous avait déjà piqué le blesse également, il peut contracter l'infection à VIH. Mais on va parler de comment il peut procéder pour éviter que la maladie se développe plus tard. Alors, la dernière voie, c'est la voie de la mère à l'enfant qui est vraiment un sujet, comme il a dit, de santé publique, qui est vraiment au cœur de l'affaire. Parce que déjà, les enfants, ils n'ont pas choisi à avoir cette maladie, ils ne sont pas allés consommer des drogues, ils n'ont pas eu des rapports sexuels. Donc, on tient vraiment à protéger leur devenir. Alors, la transmission de la mère à l'enfant, elle se fait notamment en fin de grossesse, mais surtout pendant l'accouchement. Le risque est de 2% chez les mamans qui suivent le traitement, mais ce risque-là est multiplié par 10 chez les mamans qui ne suivent pas le traitement. Alors, le diagnostic ici repose essentiellement sur le dépistage systématique et volontaire tous les 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, vous pouvez mettre une alarme dans votre téléphone, noter dans votre calendrier. Tous les 3 mois, gratuitement, vous pouvez, dans un hôpital public, demander à faire un examen pour voir si vous êtes infecté au VIH. Alors, on parle là de comment est-ce que vous allez procéder pour savoir si vous l'avez, mais le diagnostic également peut être fait sur la base de certains symptômes. Je vais essayer de retracer l'histoire naturelle du VIH dans le corps humain. Lorsque vous êtes sujet, lorsque le virus entre dans votre corps, vous allez entrer dans la période qu'on appelle la primo-infection. Cette primo-infection va durer pendant 6 semaines après l'entrée du virus. Alors, pendant ces 6 semaines-là, vous pouvez être tout simplement asymptomatique, c'est-à-dire ne rien ressentir, ou alors présenter ce qu'on appelle un syndrome grippal, qui n'a rien de spécifique. Avoir des céphalées, des courbatures, être enrhumé, c'est-à-dire vraiment rien de spécifique. Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle les adénopathies. Les adénopathies, c'est des boules, les ganglions qui vont sortir ici, là, en bas, un peu de partout. Souvenez-vous, dans le propos liminaire, j'ai dit que l'ancien nom du VIH, c'était lymphadénopathie associated virus. Lymphadénopathie veut justement dire qu'avant, lorsqu'on a découvert l'infection du VIH, on s'est rendu compte que les personnes qui en souffraient avaient beaucoup de ganglions. Donc, on a donné ce nom-là au virus, mais après, la nomenclature a changé. Donc, après la primo-infection, on a une période de latence où le virus détruit les lymphocytes T et cette période-là peut durer pendant 10 ans. Bon, pour ceux qui sont un peu curieux dans la science, les cibles du VIH, c'est ceux qui sont surtout scientifiques. Hein. Les cibles du VIH, c'est certes le lymphocyte T, CD4, mais c'est surtout toutes les cellules qui portent le récepteur CD4. On a d'autres cellules telles que les cellules dendritiques et tout, mais c'est essentiellement ce lymphocyte qui sert de général dans le corps humain, comme le docteur l'a dit. Alors, enfin, on a le stade de SIDA, où on fait la maladie et on est exposé aux infections et au cancer. On a dit que le sida, c'était le syndrome d'immunodéficience acquise. Ça veut dire que le virus a suffisamment abaissé vos défenses immunitaires pour que celles-ci ne puissent plus se battre efficacement contre les infections et même contre les cancers. Parce que dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle les anti-oncogènes, c'est-à-dire des structures capables, censées lutter contre le développement d'un cancer. Ça fait également partie du système immunitaire. Alors, lorsque vous atteignez le stade de sida, vous pouvez développer des maladies telles que le zona, le prurigo qui a été défini par le docteur Loïc, les diarrhées, la tuberculose, la méningite, la toxoplasmose, certains cancers comme le cancer de Kaposi. Alors, le traitement, quant à lui, il est gratuit. En tout cas, au Cameroun, je pense dans pas mal de pays également. Il est gratuit. Le problème, comme le doc l'a dit, c'est ce qui fâche un peu. Il est quotidien d'être pris tous les jours. Mais après, c'est pas bien différent. Comme il a dit, des personnes qui souffrent de diabète ou d'hypertension qui doivent avoir un traitement quotidien. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dirais même que, contrairement aux diabétiques, par exemple, qui, en plus du traitement, il y a un régime diététique strict qui doit être suivi. Dans le cadre du VIH, ce n'est pas vraiment ça. Alors, la prévention, quant à elle, elle passe par le dépistage
Non, je te suis, le micro est coupé. Je te vois juste, je te vois faire des gestes, mais je n'entends pas ce que tu dis. Non, non, je te suis pas. Je te suis pas. Je te vois. Non, pas le problème là. Je te suis toujours pas, je sais pas pour les autres.